D'abord, moi aussi, je vous remercie, tous les 10, pour la description minutieuse que vous avez faite de votre travail. Une description minutieuse, et vous l'avez tous vu, avec des photos, avec des vidéos. C'est-à-dire qu'ils nous ont permis de rentrer en fait dans les espaces de la classe, ce qui est rarement le cas lorsque on présente souvent de manière assez générique des expériences. D'une certaine manière, on a entendu que les situations d'apprentissage qui ont été mises en œuvre par les binômes, en fait, par les dyades d'enseignants auprès de certains élèves, eh bien que les situations d'apprentissage étaient plus complexes. Il y avait aussi des ressources, en fait, des ressources pour les élèves et des éléments de différenciation. Même si parfois il y avait, des éléments de différenciation pédagogique qui amenaient à faire ensemble pour tous et pour faire progresser tous les élèves à qui ça s'adressait. Donc on a entendu que vous avez mis en place des situations d'apprentissage plus complexes, des ressources pour les élèves. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus de ce que ça signifie, cette complexité ? Alors nous, effectivement, dans la résolution de problèmes, on peut dire que la situation de résolution de problèmes, c'est une tâche qui demande la maîtrise de nombreuses compétences. La lecture, la compréhension du lexique, se représenter la situation mentalement, expliciter son raisonnement. Et là, dans la situation qu'on avait, nous, on leur demandait en plus de faire un schéma très particulier sur la représentation de la durée pour expliquer leur raisonnement. Comme vous l'a dit Véronique tout à l'heure, ça n'a pas été simple dès le début de leur faire prendre conscience que le schéma était nécessaire et allait les aider à résoudre la situation problème de durée. Par les calculs, c'est compliqué, mais par le schéma, c'était plus simple. Enfin, nous, c'est plus simple pour eux. Le schéma, en fait, pour eux, c'était très abstrait et d'office, beaucoup nous ont demandé s'ils pouvaient utiliser les calculatrices. Donc nous, gentils, on leur dit OK. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'en fait, beaucoup d'enfants se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas du tout besoin de la calculatrice et qu'en fait, le schéma allait leur servir. Et donc c'est ça qui nous a fait rentrer après dans nos séances. Alors, sur la problématique de la ressource, nous, effectivement, on a été confrontés à la lecture de l'heure. Enfin, je pense vraiment à un élève en particulier. Il ne pouvait pas résoudre les problèmes puisqu'il ne maîtrisait pas du tout l'heure et 14h30, ça ne lui disait rien. Enfin, voilà. Et là, on s'est beaucoup questionné après une séance. Moi, je me suis dit, mais il faudrait peut-être que je sorte de la classe et que je fasse des séances de lecture de l'heure. Enfin, comment on va pouvoir avancer sur les problèmes s'ils ne maîtrisent pas la lecture de l'heure? Comment on peut faire? Et puis on a réfléchi, et là, j'ai pensé au pendule, et je me suis dit, si on lui proposait une pendule, peut-être qu'il y arriverait. Et effectivement, donc j'ai amené la pendule, et effectivement, on a vu que ça l'aidait. Et ce qui nous a vraiment beaucoup surpris, c'est que j'avais amené plusieurs pendules, parce que j'en avais un petit stock. Et là, des élèves sont venus chercher des pendules. Ils nous disaient, est-ce qu'on peut prendre une pendule? Est-ce qu'on peut prendre une pendule? Et on n'avait pas pensé qu'autant d'élèves demanderaient une pendule. Voilà. Et en fait, ils mettaient l'heure, et après, ils déplaçaient le temps, et comme ça, ils pouvaient voir l'heure finale, et ça les aidait à trouver la réponse. Et il faut savoir que c'était les pendules à aiguille par rapport à ce que disait Jean-Anne. Ouais. Voilà. Oui, Jean-Anne. Ouais, mais alors nous on a dans les situations complexes, on a sauté à pieds joints dedans parce qu'on a choisi un thème qui est un des plus complexes en troisième, puisqu'il nécessite des capacités d'abstraction importantes, la notion de fonction. Donc on s'est lancé là-dedans. Est-ce qu'on l'aurait fait tout seul? Peut-être pas de la même manière. Ouais. Moi je suis obligé, c'est dans mon programme. Mais par contre, moi peut-être que je vois moins ou je vois plus les difficultés des élèves par rapport à ça, et l'enseignant spécialisé m'a vraiment apporté de l'aide sur la vulgarisation, remettre des supports plus adaptés,
auxquels je pense pas forcément, ou je les construis pas de la même manière. Donc vraiment, ça a aidé d'avoir ce regard double. Après, la notion en elle-même me faisait pas peur. Par contre, les outils d'aide, là, vraiment, un bon apport du co-enseignement. Moi, c'est l'inverse, c'est la notion qui me faisait peur. Vous avez compris. Par contre, c'est vrai que ça a permis aussi de me lancer, c'est-à-dire qu'on a commencé avec la situation découverte pour les élèves de SECPA, et on a continué à travailler cette notion en classe, parce que c'est pas avec 2 séances qu'ils auraient pu acquérir la notion. Donc on a pu continuer à travailler ça en classe, sur des heures de cours ou sur des activités flash au fil de l'année. Donc finalement, cette notion, pour certains, a été acquise à la fin de l'année, alors que sans la travailler, forcément, c'est possible. Il le fallait pour le DNB. Est-ce que d'autres ont quelque chose à rajouter sur cette notion, Anthony ? Par rapport en fait à ce qu'on appelle situation complexe, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, avec des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires, on peut avoir tendance à vouloir simplifier les tâches et parfois leur proposer des activités systématiques, mécaniques. Et en fait, en leur proposant des situations complexes, on leur apprend à faire des liens entre différents savoirs, différents savoir-faire. Et ça me paraît vraiment très intéressant pour l'aide aux élèves en difficulté. Je pense que c'est un des apports essentiels du co-enseignement. Oui, vas-y. Et aussi, moi j'ai vu la difficulté en CM2, en fait, la différenciation c'est difficile pour ces enfants-là parce qu'ils grandissent et ils voient le regard des autres, alors que là, comme ils faisaient les mêmes tâches que les autres, et ça l'a motivé et il avait envie de réussir. Enfin, c'était pas le seul, il y en avait 3 ou 4, mais c'est vraiment très positif pour ces enfants-là en fait. Je crois que c'est une belle démonstration quelque part, une belle preuve aussi de résultats de la recherche, puisque les résultats de la recherche disent que co-enseigner, ça permet effectivement de travailler plus les situations complexes et d'oser plus à 2. Et je crois que dans ce qu'on entend des 10 enseignants aussi, c'est le passage du jeu au on en discute. Du coup, ça calme d'une certaine manière, en tous les cas, a priori, le jeu, en tous les cas, en se disant, on en discute, on revient, on travaille plus les ressources, c'est-à-dire un éventail d'aides que les élèves peuvent ou pas utiliser. Et finalement, on est dans une forme de différenciation pédagogique, ça serait ça le grand chapeau. Et effectivement, le co-enseignement, c'est une forme qui rentre dans l'idée de différenciation pédagogique. On a aussi entendu dans vos discours que vous avez assumé des rôles différents, que vous avez co-préparé plus ou moins, au début beaucoup, moins peut-être pour la fin. Donc, quelles ont été les contraintes que vous avez décelées et puis aussi les libertés en fait que vous vous êtes accordées? Avec Valérie, c'est vrai qu'on a été très scolaire, on s'en aperçoit. Ça nous a rassurés en fait, donc la préparation a été assez lourde en amont. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a fait 11 séances et chaque séance on a fait une vraie fiche de prep comme on fait en première année, donc 8 à 10 pages par fiche de prep tout de même. Ça nous rassurait. Ça vend du rêve. Et puis c'était un projet qu'on a envie de pérenniser pour les années suivantes, qui peut-être sera passé aussi pour les CE2, les CM2, j'en sais rien. Donc au moins tout est écrit, c'est un projet clé en main pour les suivants aussi, quoi. Donc en fait, sur chaque fiche de prep, on avait la compétence, l'objectif, les prérequis, on a vraiment été jusqu'au bout, qui fait quoi, qui dit quoi, les consignes, le rôle de chacune, l'organisation co, l'activité de l'élève aussi, les aides, les relances, les obstacles que chacun pouvait rencontrer, la régulation, etc., tout ce qu'on pouvait mettre en place. Donc on a vraiment été au bout du bout.
Sur chaque séance aussi, on faisait un retour sur notre séance, donc avec un écrit qu'on faisait chacune de notre côté. Voilà le bout du bout. Et du coup, on faisait vraiment un retour sur ce qu'on avait fait chacune. Donc il y avait l'observation sur la séance, il y avait l'analyse, les perspectives, les questionnements, etc. Ce qui était à refaire, pas à refaire. Voilà. Donc après cette analyse, est-ce qu'on la refera l'année prochaine avec ce projet? Pas forcément. Mais au moins ça nous permet de peaufiner notre projet et puis d'être un peu plus au point l'année prochaine sur certaines choses qu'on aura envie de changer forcément, quoi. Et puis après au niveau du fonctionnement, on fonctionnait pas mal par mail parce que c'était un peu compliqué de se voir quand même chaque semaine. On y arrivait, on essayait, mais ça fonctionnait beaucoup par mail. Valérie étant seulement 2 jours sur notre école, donc il fallait trouver des créneaux, c'était un peu compliqué. Il y en a une qui commençait par mail et puis l'autre complétait, ou voilà. Donc on a bien, enfin je trouve que le fonctionnement a été plutôt simple et assez fluide entre nous. Et puis où l'une faisait la fiche de préparation, l'autre préparait la feuille de méthodo pour les élèves, etc. Donc on a trouvé en tout cas notre répartition. L'important c'est que ça convienne à toutes les deux. Et puis assez équitable en fait en temps de travail, je pense, l'une et l'autre, quoi. C'est important ça sur le temps de travail parce que c'est vrai que si l'une travaille plus, l'un ou l'une travaille plus que l'autre, ça va vite être désagréable en fait pour l'une ou l'autre. Ça c'est important à dire. Alors on vous rassure, on a bien préparé ça. Au début on suivait beaucoup, on avait beaucoup de notre fiche de prep sous le nez. Et puis petit à petit, au bout des 3, 4, 5 séances, comme on fonctionnait un peu toujours de la même façon, on s'en est vite détaché. Et puis, c'est vrai que sur le temps, moi, en tant qu'enseignante spécialisée, je me dis si je fais plusieurs projets sur mes 3 écoles, voilà, ça se prépare en amont, en conseil de cycle, qui fait quoi, quand, pour quel projet, ça va demander du temps en fait. Donc, faut le préparer en équipe. Nous, au collège, on travaille beaucoup moins, on n'est pas du tout scolaire. Nous, avec Céline, on n'a pas du tout travaillé de la même façon. C'est ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure. Donc, on s'est vus au début, on a discuté de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait préparer. Et puis après on a travaillé un peu différemment. Alors on a la chance dans notre établissement, on a une suite Office là, et donc ils nous ont payé Teams. Donc on s'est monté une équipe Teams, on a beaucoup marché comme ça, donc pour avoir tous nos documents et puis pouvoir discuter dessus. Donc nous on a quand même préparé, on a quand même un peu travaillé en amont pour savoir ce qu'on allait faire dans la séance, le contenu en fait plutôt. Par contre on n'a pas du tout voulu préparer à l'avance les rôles, la parole, et là on l'a fait vraiment alors à la wall again, je dirais presque. On l'a fait un peu à l'instinct, mais après ça nous allait à tous les deux aussi. C'est ça qu'il faut voir, c'est le fonctionnement, quoi. Est-ce qu'on a le même fonctionnement que l'autre, et nous, on se sentait beaucoup plus à l'aise en classe, naturel, voilà, on voit ce qui se passe, puis on va intervenir en fonction de ce qui se passe. Je te rassure, on s'est décrispé au fur et à mesure aussi. Et donc, nous, c'est comme ça qu'on l'a fait, donc on n'avait pas anticipé qui faisait quoi. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Mais par contre, on a eu besoin en classe, des fois, on se retrouvait au fond de la classe, on dit oh là, t'as vu, ils ont fait ça, voilà, faut qu'on parle de cette erreur, ou faut qu'on traite ça, ou bon, tu fais le bilan, ah non, vas-y, c'est toi qui écris, moi j'en ai marre. Bon. Et on l'a fait, et on a changé comme ça. T'as fait des bilans, j'en ai fait. On a changé de rôle très librement, et ça nous a plu aussi. Mais c'est ça qui est important, c'est trouver le binôme avec qui ça va fonctionner. Et moi, en tant qu'enseignante spécialisée, je l'ai fait avec Camille, mais je l'ai fait avec d'autres. Et en fait, le fonctionnement ne va pas être le même. Donc, il va falloir trouver, avec la personne avec qui vous allez travailler, un fonctionnement qui va bien aux deux. Ou à Neuvienne ou pas. Et là, il y avait l'échéance d'aujourd'hui et le projet de cette année qui fait qu'on l'a beaucoup plus préparé. Voilà. Il y a ça aussi. Est-ce que quelqu'un va aussi prendre la parole ? Moi, le message que je voulais faire passer, c'est que, quelque part, qui dit situation complexe pour les élèves, ne veut pas forcément dire séance compliquée à mettre en œuvre pour les enseignants. Enfin, on peut aussi faire du co-enseignement avec des petites choses simples
des petites activités, des activités, je veux dire, qui peuvent sembler assez ordinaires dans la classe. Mais c'est pas forcément monter un grand projet ultra innovant qui demande énormément de préparation. Je crois qu'il faut aussi savoir retrouver une certaine simplicité pour que ça puisse être réalisable, parce que c'est vrai que lorsqu'on voit nos emplois du temps à tous, dans le premier degré, parce que au collège, c'est vrai que... Non, on fait rien. Non, mais au premier degré, c'est compliqué. Parfois, c'est déjà compliqué de se voir entre enseignants. On a peu de temps pour se voir. Donc, on peut aussi essayer de revenir à une certaine simplicité. Je crois qu'on a entendu la force des habitudes et l'importance des habitudes. Oui, allez-y. Nous voulions dire que pour le collège, c'est aussi compliqué un petit peu de se rencontrer. Parce que il faut avoir des plages horaires de libre en même temps, il faut pouvoir laisser une partie de la classe. Là, c'était Jacqueline qui venait dans ma classe, du coup, elle devait laisser sa classe, ou voir sur des heures où sa classe était libérée pour une raison ou pour une autre. Donc voilà, c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais c'est aussi pour ça que, on a demandé à la direction à pouvoir pérenniser, institutionnaliser, on va essayer, le co-enseignement et la co-intervention, et le co-enseignement, et donc avoir éventuellement des heures barrettes, Nous, on a les idées, après ils vont organiser, mais la direction va organiser, mais on espère. Alors, du point de vue aussi des résultats de la recherche, on voit que ce que disent les 5 binômes, c'est que ça peut, à certaines conditions, ce co-enseignement, apporter un confort professionnel. Et quand on arrive à trouver un certain confort professionnel, ça fait monter en fait les compétences aussi professionnelles des enseignants. Pas toujours, pas tout le temps, mais de manière assez générale. Et que ce confort professionnel, il ne vient pas du faire avec, il vient du faire ensemble. Et ça, cette différence entre passer du avec à ensemble, c'est pas toujours... il faut en fait trouver des habitudes, comme vous le disiez, des habitudes d'action. Donc effectivement, ce sont, comme vous le montrez là les collègues, des choses qui sont faisables, qui ne déstabilisent pas tant les formes de travail, mais qui permettent de pouvoir interagir en séance, se poser des questions, être plus aussi dans l'observation des élèves, ce qui est beaucoup plus difficile, mais ça c'est ce que vous avez dit quand on est tout seul. Sur justement ces manières de faire qui bougent, depuis 2017 on parle beaucoup de la personne ressource maintenant avec le nouveau KPI pour les enseignants des premiers et des seconds degrés qui se spécialisent. Il y a cette notion de personne ressource qu'on abordera aussi cet après-midi avec d'autres enseignants qui ont plus particulièrement travaillé. Vous avez tous dit que finalement ça permettait de bouger vos manières de faire. Et on a entendu également l'idée que finalement on devient aussi ressource pour l'autre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement on est ressource en quoi pour l'autre ? Alors moi, ça m'a permis de me lancer dans des séances de production d'écrits en dédramatisant. Parce que justement, comme le disait Anthony, parfois, en tant qu'enseignant ordinaire, on a envie de faire des séances comme on nous a appris il y a longtemps, des chantiers d'écriture, etc. Et parfois, c'est très lourd et on ne voit pas forcément les progrès des élèves. Enfin, voilà. Et finalement, avec Anthony, on a pu... il m'a aidé à prendre les choses... très simplement finalement, et puis du coup j'ai vraiment vu les résultats auprès des élèves. Alors le co-enseignement a permis aussi aux enfants d'avoir un feedback immédiat, parce que c'est vrai que souvent on fait de la production des grilles, on a toute notre classe, on ne peut pas se partager, donc on leur dit je regarde ça et on reprend ça ensemble demain. Mais pour les enfants, surtout des plus jeunes, c'est pas forcément évident pour eux. Donc là, on a pu voir les progrès immédiats.
On a aussi trouvé qu'on pouvait pousser l'enfant plus loin, les enfants de tous les niveaux d'ailleurs, hein, parce que souvent on s'occupe plus des élèves en difficulté, mais là il y en a aussi qui peuvent aller plus loin et voilà, du coup on peut leur tendre la perche et avancer avec eux. Les enseignants du coup s'occupent de tous les élèves, c'est pas ciblé sur les élèves en difficulté. Et puis finalement on a vraiment trouvé que tous les enfants étaient très engagés dans la tâche, ce qui n'est pas toujours le cas lors de séances ordinaires. Par rapport au rôle de personne ressource, ce que je trouve intéressant aussi avec le co-enseignement, parce que moi j'ai toujours eu un peu de mal avec ce côté, l'étiquette un peu expert de l'enseignant spécialisé et de cette relation un peu verticale, personne ressource qui dit aux autres ce qu'il faut faire. Et je trouve que par le biais du co-enseignement, eh bien, on réfléchit ensemble et on s'apporte mutuellement et ça change la relation, je trouve, et ça c'est vraiment intéressant. C'est une autre façon de jouer son rôle de personne ressource. Alors oui, j'adhère à ce que tu dis, c'est que nous, le fait d'être enseignants spécialisés, on nous voit comme des personnes qui apportent les solutions, qui savent tout, qui sont capables de traiter toutes les difficultés. Alors que moi, j'attendais aussi d'Anne qu'elle soit une personne ressource pour moi. Parce que nous avons des élèves du second degré qui ont des niveaux hétérogènes et on travaille aussi sur l'inclusion de nos élèves. Et la première chose, ce qui a vraiment facilité ce projet avec Anne, c'est la façon de communiquer et puis l'excellente relation, mais vraiment humaine, qu'on était vraiment en phase, en symbiose. Et là, on s'est dit, bon d'accord, moi je suis enseignante spécialisée, tu es professeur de lycée et collège, qu'est-ce que chacune apporte à l'autre? Et où on va et qu'est-ce qu'on fait? Et même dans la préparation, c'était vraiment sous forme de proposition. Voilà ce qu'on a décidé de faire, avec quel objectif, et puis quelle posture. Parce qu'on est parti quand même de nos différentes expériences. Et j'ai pu observer Anne a pu m'observer. Je vous donne un exemple, par exemple, la posture debout ou assise. Alors en tant qu'enseignant spécialisé, on a tendance à se mettre au même niveau que nos élèves. Donc c'est quelque chose aussi que Anne a pu découvrir et a pu apprécier. C'est-à-dire que l'échange n'est pas le même que quand on est debout, où on a un peu plus d'autorité. Et après, moi aussi, j'ai appris à être debout. À travailler avec des élèves qui ne sont pas forcément en difficulté, qui pouvaient être intéressants et qui ressemblaient même à certains élèves que nous, on avait dans nos classes de SECPA, par exemple au niveau de l'échange oral, au niveau de la bienveillance, au niveau, et donc au début, au niveau du langage aussi. Donc ce que j'ai pu apporter à Anne, c'est aussi l'étayage, la médiation, le rapport au temps aussi, parce que c'est important. Nous, on sait pas, on prend le temps, ce qui n'est pas facile dans une classe ordinaire. Il y a des programmes, voilà. Nous, une séance, elle peut se dérouler sur 2-3 fois, alors que là, Anne, on était vraiment très limité en temps. Donc il y a ce que j'ai pu aussi apporter. Et moi, j'ai surtout appris, et puis même au niveau des élèves, de savoir qu'il y a des choses qui étaient possibles, parce que nous, quelquefois, on appréhendait aussi en classe spécialisée. On se dit, nous, on aimerait bien faire ça, puis je dis, mais c'est possible, parce que je vois que le dispositif, il fonctionne, et pourquoi pas ne pas accueillir Anne dans ma classe de français, et pouvoir aussi expérimenter le même dispositif, et voir aussi ce que ça pouvait donner. C'est vrai que j'ai déjà accueilli Anne pour voir des séances, mais jamais pour faire du co-enseignement. Donc voilà ce que j'ai pu apporter et j'ai surtout appris. J'ai surtout appris auprès d'elle. C'est moi qui ai surtout appris. Non. Et je voulais juste rajouter que pendant cette année d'expérimentation du co-enseignement, en fait, je me suis souvenu qu'il y a 7-8 ans, on avait pratiqué le co-enseignement en français
avec des collègues lors d'accompagnement personnalisé. Et en fait, ça marchait pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait pas trop marché parce qu'on n'avait pas vraiment co-planifié les séances. Et ça n'a pas vraiment marché, ce qui fait que ça n'a pas perduré. Et que maintenant, j'ai beaucoup de collègues de français, en tout cas, qui sont totalement réfractaires au co-enseignement, ne veulent plus en entendre parler. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir remobiliser les troupes dans l'établissement et puis peut-être faire des mini-formations dans l'année. J'ai demandé auprès du chef d'établissement qu'on puisse partager nos expériences, en fait, tout simplement, voilà, discuter, quoi, et partager l'expérimentation et peut-être essayer de relancer un petit peu. Donc la co-planification, mais en même temps un peu de flexibilité, parce que moi je veux pas que tout soit bien écrit, les rôles de chacun, enfin il faut aussi, et du coup ça a bien matché avec Jacqueline, on a besoin aussi d'une flexibilité quand même, voilà. Après c'est aussi le discours que toi tu vas tenir vis-à-vis de ton équipe, hein, qui va donner envie aux autres de faire. Et ça je pense que il peut y avoir un effet comme ça un peu systémique où en fait une initiative va prendre de l'ampleur et peut-être se généraliser à d'autres. Alors je voulais dire aussi pour ceux que ça pourrait intéresser que on ne termine pas le cours enseignement, c'est une expérience professionnelle qui ne s'arrête pas en fait. Parce que je continue à avoir des nouvelles de certains élèves. Anne va systématiquement m'interpeller dans la salle des profs en me disant j'ai une copie, il y a ce que j'ai relevé, est-ce que tu peux m'aider à analyser par exemple les erreurs. Donc en fait on ne termine jamais, on continue à travailler même si on n'est pas en co-enseignement, mais on continue à travailler sur la difficulté, sur le partage d'idées, et ça c'est ce qui est intéressant aussi. Et juste une dernière chose quand même, parce que donc Valérie est en co-enseignement dans ma classe, et elle a remarqué quand même que les seuls élèves qui lui disent bonjour dans l'école, maintenant, ce sont les miens. Donc le fait qu'elle soit venue dans la classe, voilà, du coup, elle a un autre rôle par rapport à eux, quoi. Et on a la question qui revient, quand est-ce qu'on refait? Quand est-ce que... Et puis on ne peut pas se quitter comme ça, il faut quand même une dernière séance avant la fin de l'année, voilà. Voilà. Un dernier point que je voulais rajouter, c'est que alors là, ça concerne peut-être plus spécifiquement le travail, le RA, premier degré, où on a souvent tendance à externaliser l'élève, c'est-à-dire prendre les élèves à part de la classe, travailler dans un petit local. Et parfois, pour l'enseignant spécialisé, en travaillant de cette manière, on peut perdre de vue ce qu'est, entre guillemets, la norme scolaire. Et le fait de retourner dans la classe permet de mesurer un peu l'écart, parce qu'il y a parfois quand même un écart entre ce que font les élèves en classe et ce que font les élèves avec lesquels on travaille sur le RA. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de renouer avec cette notion. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose aussi. À l'inverse, moi j'ai beaucoup stressé pour la première séance avec Monique parce que au niveau de ma posture, en fait, quand j'ai vu la vidéo de Marie au mois de juin et qu'elle parlait d'un binôme qui n'avait pas plus ou moins marché parce que l'enseignante spécialisée était en retrait, elle avait du mal à trouver sa place. Et donc moi, ça m'a beaucoup stressée parce que je voulais que Monique soit dans la classe comme une enseignante à part entière. Et donc, je ne savais pas comment faire. Et donc, j'ai surveillé tout le temps ma façon d'être avec les enfants pour ne pas mettre Monique à l'écart. Et c'est la première chose que je lui ai demandé à la fin de la séance, comment tu t'es sentie? Parce que j'étais hyper stressée par rapport à ça. Après, les enfants nous aident beaucoup et en fait, les enfants en difficulté n'allaient pas spécialement voir Monique. Donc c'est ça aussi qui m'a aidée à aller beaucoup mieux en fait. Très inclusive. Là, peut-être que vous touchez effectivement un élément qui, plutôt du côté des enseignants spécialisés que vous êtes quasiment tous ici, c'est-à-dire, est-ce que c'est une dilution de mon identité professionnelle?
Est-ce que finalement, le fait d'aller travailler dans la classe ordinaire avec des élèves ordinaires, mais un brassage SECPA aussi, élèves de classe ordinaire, est-ce que ça dilue est-ce que finalement je suis plus enseignant spécialisé? Et là, ça a été quelque chose qui a été discuté quand même au sein de l'année, où qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça déstabilise. Est-ce que je suis malgré tout un enseignant spécialisé quand j'ai une attention à la difficulté de tous, ou quand j'ai une attention aux obstacles en fait, dont vous avez parlé, que les élèves pourraient rencontrer? Vous diriez quoi, vous? Moi, je ne suis pas ancienne en spécialisée, mais je me souviens, au début, j'étais quand même déstabilisée parce que quand on a commencé la première séance avec Jacqueline, je passais mon temps à la regarder, à l'écouter, comme une élève. Et j'avais oublié que j'étais là aussi comme enseignante. Je buvais un peu ses paroles. Donc il a fallu que je me ressaisisse un petit peu quand même, et puis que je me dise que j'étais là aussi pour apporter quelque chose aux élèves. Et qu'au début, voilà, en tant qu'enseignante spécialisée, elle m'apprenait beaucoup de choses, du point de vue du lexique utilisé ou des choses comme ça, qu'on n'apprend pas du tout, nous, dans nos études du second degré. Donc voilà, j'ai dû vite changer ma posture, parce que ça pouvait être un peu gênant au début. Moi, j'ai l'impression que une des clés pour que il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est que il y ait au préalable une analyse claire de la tâche et des besoins des élèves. C'est le b.a.-ba de tous les enseignants spécialisés. Mais si les besoins sont bien ciblés, si les obstacles aussi face à la tâche sont bien ciblés, je pense que il n'y aura pas de difficulté pour l'enseignant spécialisé de conserver son identité professionnelle. Vous n'avez rien à rajouter? Mais peut-être que certains d'entre vous ont envie de rebondir sur cette question-là. C'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire en tant qu'enseignant spécialisé dans la classe ordinaire, qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je suis l'AESH? Ça, c'est des choses que l'on entend assez régulièrement. Mais vous voyez bien qu'en tout cas, là, on a un bel observatoire et une restitution aussi orale des impressions, en fait, de chacun, qui, même si c'est plus estompé, parce qu'on n'est pas toujours là en activant justement son étiquette d'enseignant spécialisé, mais où, en tout cas, vous avez parlé de l'attention aux obstacles. Vous avez parlé aussi de l'importance de regarder faire aussi des élèves qui sont des élèves qui ne rencontrent pas d'obstacles, et de reprendre en fait la dimension plus générique de ce que c'est que d'être dans une classe dite ordinaire. Et que finalement, ce que j'ai entendu aussi, c'est que certains des enseignants spécialisés vont travailler plus spécifiquement les aides et les ressources pour les élèves. Donc là aussi, il y a des équilibres qui se font, qui se défont, qui se refont. Et peut-être que c'est finalement ça aussi, le travail ensemble. Et puis la dernière dimension qu'on voulait aborder, c'était la dimension établissement. Et est-ce que vous avez commencé à en parler sur la diffusion de cette expérimentation au sein de votre établissement, et peut-être les modifications ou les changements que ça pourrait occasionner? Alors nous on l'a présenté donc dans une des écoles, ce que j'ai fait lors d'une concertation, et on a senti vraiment une grande motivation des collègues pour le co-enseignement d'une part, et puis sur le sujet qu'on avait choisi. Donc elles ont émis le souhait de faire un projet d'école, donc apprendre à apprendre du CP au CM2, avec en fait le porte-vue il commencerait en CP, et puis on rajouterait petit à petit, peut-être qu'en CP on commencerait avec la poésie et puis les mots de dictée, et puis on rajouterait l'année d'après, rajouter des méthodes trouvées, rajouter des thèmes. Donc ça, alors je leur ai dit, on accroche le truc tout de suite, parce que si on se le dit comme ça va disparaître dans je sais pas où. Donc on souhaite vraiment s'y accrocher avec Camille et remotiver les troupes quand ce sera nécessaire. Et puis à nous de distiller ça, enfin je dis à moi, de distiller ça sur les autres écoles.
coordination, ce projet? Alors oui, par contre, j'interviendrai en co sur tous les niveaux. Mais on voit aussi du côté de l'organisation du temps de l'enseignant spécialisé, c'est effectivement se mettre d'accord au sein d'une équipe. C'est-à-dire que bien, si, comme il vient d'être dit, on va travailler ça au sein de l'école, ça va signifier que pendant que je fais ça, je ne fais pas autre chose. Mais en même temps, du point de vue toujours des résultats de recherche, c'est pas les miens, de manière, il est montré que ça va être important de densifier aussi le travail et de faire en sorte que les élèves puissent bénéficier de suffisamment de temps de co-enseignement. C'est-à-dire que si c'est une fois de temps en temps, ça ne modifiera pas grand-chose. Donc peut-être qu'on peut organiser sur une période un travail plus spécifique, avec soit sur une même dimension, soit avec une classe ou deux ou trois plus spécifiquement. En tous les cas, c'est ce qui avait été abordé dans le dispositif de l'enseignement public sur le plus de maîtres que de classes. Et les travaux ont montré que, et ce qui a fait modifier en fait le territoire de l'enseignant, du maître supplémentaire, il était restreint au bout de la première année. Ce travail s'est restreint au cycle 2 et encore plus particulièrement au CP et au CE1. Donc réduire en fait le territoire pour pouvoir densifier les apports à deux. Oui, excuse-moi, vas-y. Donc nous sur l'établissement, donc effectivement on a cette demande donc, de présenter à la rentrée le travail qu'on a pu faire donc, en co-enseignement, mais il y a également des demandes, donc, que ce soit des enseignants de SECPA ou des enseignants du collège série générale, ou même les directeurs adjoints collège, qui aimeraient en fait venir dans la classe pendant qu'on fait le co-enseignement aussi pour observer. Et donc ça va aussi passer par là, cette diffusion et le fait de donner envie aux autres, et donc d'accepter que d'autres enseignants viennent observer également dans la classe pendant ces séances-là, pour justement mettre en place eux aussi ou essayer d'avoir cette possibilité, d'envisager ça comme enseignement possible. Après, sur les contraintes, on est quand même donc, une centaine de profs dans l'établissement. Collège, lycée, donc avec des emplois du temps à faire. Donc effectivement, on aimerait mettre des barrettes. Alors après, ça reste quelques enseignants pour le moment, mais une fois qu'on a placé les barrettes des spécialités du lycée, déjà il y a pas mal de profs qui n'ont plus beaucoup de mobilité sur l'emploi du temps. Donc voilà, après il faut pouvoir acter ça dans le logiciel d'emploi du temps et qu'au final on puisse réellement le garder au bout du bout, puisque avec les contraintes du lycée plus celles du collège, ça ne fait qu'en rajouter, et donc c'est pas toujours simple de trouver ces créneaux simplement pour le moment. Donc c'est encore à penser et à penser différemment toute cette organisation. Du coup, du coup, va falloir qu'on pense là, parce qu'on a le projet l'année prochaine avec Sarah qui est là, enseignante de SECPA en 3e, et avec ma classe de 3e générale, on voudrait travailler sur le parcours à venir. Voilà, et notamment le monde des métiers, donc on va travailler ça ensemble, que les élèves de SECPA puissent présenter différents métiers, peut-être à l'ensemble de la classe, ou bien peut-être seulement à ceux qui se destineraient à une voie professionnelle, enfin à voir, voilà, on va travailler en co-enseignement. En tous les cas, vous voyez que la dimension de l'établissement devient très rapidement une dimension obligatoire. C'est-à-dire de quelle manière on peut agencer les temps de manière à ce qu'il puisse y avoir une occupation à deux d'un même territoire. Ça peut signifier regrouper des élèves, et là on a vu au collège, donc entre
ce qu'ont fait Céline et Jean-Anne, eh bien de mettre un groupe d'élèves en autonomie, et pendant ce temps-là, on peut regrouper un groupe d'élèves moins important. On a vu aussi avec Anne et Jacqueline, eh bien que bah oui, cette dimension-là, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir pérenniser ça en mettant des emplois du temps en arrête. Après, c'est peut-être plus facile avec des enseignants de RA, peut-être qu'ils vont me dire que non, mais qu'il y a peut-être un peu plus de flexibilité quand même à pouvoir agencer des temps qui peuvent être communs. Oui, c'est vrai que nous c'est plus facile puisqu'on est sur, je suis sur 2 jours et demi sur Carquefou. Effectivement, nous aussi on a présenté mercredi dernier au bilan notre diaporama aux collègues. Bon, toute l'année elles en ont entendu parler, surtout au cycle 3. Du coup, voilà, je ne sais pas trop l'avenir, à la rentrée, les demandes que je vais avoir, est-ce que des collègues vont vouloir se lancer. Moi je leur ai renvoyé que effectivement, si je fais plus de séances de co-enseignement, ça veut dire moins de séances avec des petits groupes d'élèves. Effectivement, ce serait intéressant d'expérimenter au cycle 2. Enfin, moi, ça me tombe très bien, voilà. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui vont se lancer. Il y a des obligations. Voilà. Donc voilà une autre manière de creuser un peu certains aspects des co-enseignements qui ont été mis en place. Alors peut-être est-ce que vous avez des questions ? Ça serait intéressant que, alors je sais bien que c'est jamais simple, la configuration n'est pas la meilleure, mais sur ces éléments. Et de profiter de les avoir en face, là, tous, en grappe. Bonjour, alors c'est pas forcément aux collègues, merci pour tous les partages. Nous on est en lycée professionnel, coordinatrice ULIS, et la co-intervention, donc on parle pas de co-enseignement, mais la co-intervention, elle est dans les emplois du temps des enseignants du lycée pro, puisqu'il y a 3 heures par semaine de co-intervention du CAP au bac pro. Hein. Je sais, et c'est vrai qu'il n'y a aucune des modalités que vous avez exposées qui a été présentée aux enseignants, c'est-à-dire que on leur c'est imposé dans nos emplois du temps, mais je ne sais pas comment formuler ma question. Est-ce qu'il y a eu des expérimentations de fait pour formaliser cette co-intervention qui est nouvelle depuis 2 ans au lycée pro ? Là, vous expérimentez avec du premier degré principalement. Comment ça se passe ? Non, il n'y a pas principalement, il y a comme 2 groupes qui sont dans le second mais pas au degré. lycée, voilà, au lycée. Alors, je suis en train de travailler avec des enseignants du second degré en lycée professionnel. Donc là, il y a un premier texte qui est en négociation, qui a été écrit. On va essayer d'en sortir une brochure. Alors, vous parlez surtout de co-intervention, mais le lycée professionnel demande aussi un co-enseignement entre un professeur de lycée professionnel des enseignements généraux et un professeur de lycée professionnel des enseignements des ateliers. Donc ça se met en place tout doucement parce que il y a eu ça comme demande, comme injonction institutionnelle. Il y a eu aussi celle du chef-d'œuvre dans les lycées professionnels, ce qui fait que ces 2 injonctions qui sont arrivées de pair ont quand même pas mal déstabilisé les lycées professionnels. Toutefois, je pense que c'est dans le lycée professionnel, quand on parle des ULIS, où l'on entend vraiment l'ULIS en termes de soutien aux élèves en classe de CAP. C'est-à-dire que tous les élèves sont scolarisés en classe de CAP et certains bénéficient du soutien ULIS, c'est-à-dire de temps qu'ils peuvent avoir à l'extérieur de la classe de CAP, mais qui devient de plus en plus souvent un temps partagé avec l'enseignant coordonnateur d'ULIS au sein de la classe de CAP également. Donc je dirais que ça bouge très vite en lycée professionnel, et en tous les cas sur ces CAP, ce soutien ULIS, il existe, et il y a vraiment des expériences, je ne sais pas si on peut dire, des pratiques en fait, qui sont mises en place, et où l'idée, c'est vraiment de rendre accessibles les apprentissages
pour tous les élèves, dont ces élèves avec une notification Ulysse en CAP. Là, dans une des recherches que je mène, j'ai mené là des entretiens dans 3 lycées professionnels à Saint-Nazaire et à Nantes qui bénéficient d'un soutien Ulysse, donc d'enseignants coordonnateurs. Et ils disent que 80% des élèves avec un soutien Ulysse obtiennent aujourd'hui leur CAP. Donc ce soutien en fait est nécessaire, mais il produit effectivement un bénéfice pour ces élèves avec des notifications Ulysse. Alors j'espère que l'année prochaine, eh bien, on sera en mesure de produire en fait, il y a une enseignante de maths, une PLP maths physique, qui a décrit, comme viennent de le faire les collègues, une séquence de mathématiques et elle co-enseigne dans cette séquence avec un professeur d'atelier en maçonnerie. Et donc là, ils ont écrit en fait un document d'à peu près 25 pages. Il y a un inspecteur, Frédéric de Reboux, pardon, qui devrait faire une partie plus institutionnelle sur les attentes en fait qu'il y a dans les lycées professionnels aujourd'hui du point de vue de ce quelque chose. Et puis je voulais aussi faire j'écrirai quelques pages. Et je voulais qu'un spécialiste de l'enseignement professionnel, à savoir Vincent Troget, puisse écrire aussi quelques pages. Donc voilà, les 3/4 sont faits. Donc normalement, l'année prochaine, on devrait pouvoir publier ce document, qui n'est pas... Alors, je redis bien, hein, là, les collègues, ce n'est pas des modèles. Et je crois qu'on a bien entendu qu'ils n'avaient pas l'intention de faire quelque chose qui soit un modèle. C'est leur expérience, comme la professeure de PLP maths et le professeur de maçonnerie. C'est des expériences, mais qui finalement, quand elles sont suffisamment décrites, peuvent faire écho en fait avec sa propre pratique. Et puis bien entendu, après, chacun adapte ses pratiques, mais ça on l'a entendu également, selon le contexte, selon la personne avec laquelle on travaille, selon les élèves à qui on s'adresse, et il y a quelque chose, il y a un arrière-plan qui se met en place, je dirais plus qu'un modèle. Donc, à partir de là, j'ai l'impression, en tous les cas, que ça ouvre à des formes de créativité, puisque je pense qu'ils sont... Enfin, moi, je suis sûre même que les 10 professionnels que vous avez en face de vous sont moins inquiets aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 6-8 mois. Merci de l'invitation. Alors, ce que je n'ai pas dit à Raphaël ou Marie quand vous m'avez invité, c'est que moi, je suis intéressée à double ou même plus que double titre. Parce que d'une part, voilà, c'est une belle façon, je trouve, pour moi de clôturer un peu ma mission éducation inclusive au secrétariat général, puisque je vais partir vers un autre horizon. Et en fait, je vais prendre un poste de personne ressource dans l'établissement de la Fondation Auteuil, où je travaillais déjà en UPE2A, et je vais travailler énormément en co-enseignement, puisque je serai chargée de mission sur les besoins éducatifs particuliers. Et là, en collège et lycée pro, ce qui m'a déjà donné une belle expérience jeudi, où je travaillais avec mes collègues, et où je me disais, mais ça va être compliqué. Quand j'ai vu le prof de menuiserie s'approcher de moi pour me dire j'ai besoin d'aide, je me suis dit, mais j'ai pas du tout les outils. Moi, je suis complètement paumée dans un atelier de menuiserie. Et en fait, ce que j'entends là remet en question la logique de personnes ressources de KPI, et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on est tous personnes ressources pour l'autre. En l'occurrence, il me disait, j'ai un élève qui a des problèmes de mémoire. Je ne sais pas du tout comment faire parce que je présente les étapes de l'objet que nous allons réaliser. 2 minutes après, il a tout oublié. Et en fin de séance, il a tout oublié aussi. Et donc, c'est vrai que vous avez beaucoup évoqué aussi les outils que l'on peut partager, que l'on peut mettre en place. Et finalement, j'ai dit à ce collègue, mais pourquoi, merci beaucoup, tu n'utiliserais pas tout simplement ton portable, le portable de l'élève, si tu l'autorises dans ta classe, ça dépend, pour faire des photos de chaque étape et puis essayer comme ça de réveiller sa mémoire avec les photos du portable pour peu à peu entraîner une progression. Il me dit, ah ben oui, mais j'y avais jamais pensé. Bon, alors on va se tester ensemble, on va devenir personnes ressources l'un pour l'autre, j'espère, l'an prochain.
Alors moi je vous ai écouté aussi avec attention parce que cette année, vous le savez, on a mis en place la validation des acquis de l'expérience professionnelle pour le KPI. Je trouvais ça très enthousiasmant et ce qui se dessine là est aussi une validation des acquis de l'expérience professionnelle pour chacun de nous. Et je trouve ça aussi passionnant parce que parfois on est trop frileux pour communiquer sur ces compétences que l'on développe. Parfois pour ceux qui malheureusement ont échoué au KPI, n'osent pas se représenter en disant mais non, j'ai sans doute pas les compétences, mais en fait on les construit jour après jour, les compétences. Et parfois il y a une certification qui n'a pas fonctionné et pourtant les compétences sont là. Donc osez vous lancer, je crois que quelqu'un d'ailleurs l'a dit, osez. Alors en vous écoutant, je relisais aussi les 4 entrées posées par l'enseignement catholique lors de la rencontre des Mureaux. 4 entrées qui sont un petit peu moins connues dans les territoires peut-être parce que, entre-temps, vous le savez, est venue la crise sanitaire, alors on a moins développé, on a été un peu occupé à autre chose. La première entrée, c'est la question de l'hospitalité. Et à travers ce que vous avez mis en œuvre, on voit non seulement évidemment les élèves en difficulté progresser au sein de la classe, mais on voit aussi une forme d'inversion qui se met en place. J'ai entendu des élèves de SECPA finalement qui deviennent formateurs pour les autres, des délégués qui viennent inviter les élèves, ce qui n'était pas vraiment prévu, vous savez parfois la réputation qu'ont les élèves de SECPA. Donc on est dans vraiment une hospitalité qui se développe. Et puis j'entends aussi l'hospitalité vis-à-vis des collègues, cette collaboration que vous mettez en œuvre petit à petit. Tu viens dans ma classe, on travaille ensemble, avec ce confort professionnel que vous évoquez Marie, qui permet à la fois de monter en compétences, mais qui permet aussi de monter en relation, qui fait qu'on est plus à l'aise, qu'on accepte de travailler, d'évoquer aussi ses fragilités, et de travailler ensemble dans une accessibilité commune des apprentissages. Et puis, dans ce que vous mettez en œuvre, j'ai entendu cette deuxième entrée, qui est une entrée qui est extrêmement préconisée dans ce qu'on appelait avant, évidemment, le référentiel des zones d'éducation prioritaire, mais qui en fait est un référentiel pour nous tous. C'est la question de l'explicitation. Comment est-ce qu'on peut suffisamment expliciter les apprentissages pour tous les élèves qui n'accèdent pas forcément au sens de ce que l'on est en train d'essayer de construire en classe? Et donc je l'entendais évidemment avec la première expérimentation que j'ai entendue, qu'on peut relier avec les neurosciences, avec cette idée aussi pour nous de ne pas perdre la norme scolaire, dans un sens ou dans un autre. Moi je travaille aujourd'hui dans un établissement de la Fondation Auteuil, avec 100% d'élèves en difficulté, et je me dis parfois on la perd un peu cette norme scolaire. On pourrait être tenté d'ailleurs d'aller plutôt vers les compétences psychosociales et d'oublier cette exigence de savoir que vous avez développée, ce sens de la conceptualisation aussi que vous avez mis en place. Et puis vous notez à la fois que vous avez travaillé en groupe pour permettre aux élèves de se corriger, de dégager ensemble des points de vigilance. C'est autour de la production négociée, de la dictée négociée. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est là aussi pour nous autres les profs. C'est-à-dire qu'à la relecture de séances, à ces moments partagés en fond de classe, vous évoquez aussi nos points de vigilance pour nous-mêmes. C'est ce feedback immédiat que vous renvoyez, en termes d'explicitation aussi, que vous avez le temps de renvoyer quand vous êtes 2 dans la classe. Mais un feedback aussi pour nous, enseignants, quand l'autre nous renvoie, bah tiens, tu fais comme ça, mais pourquoi tu fais comme ça? Moi, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Ce qui nous permet d'expliciter, alors peut-être pas jusqu'à 20 pages de préparation de séance, parce qu'autrement on s'épuise, mais en tout cas, de se poser en permanence la question de est-ce que j'ai le même fonctionnement que l'autre, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même fonctionnement, et comment et de quelle façon l'autre m'enrichit dans son fonctionnement. Alors, le troisième engagement, je vous rassure, il n'y en a pas 10, c'est la question de la participation de tous. Vous évoquez le bon tandem, comment ça se construit. Vous évoquez finalement cette idée que ça ne se termine jamais. Ça bouge dans la salle des profs, en termes de co, ça peut donner envie à d'autres. Donc on est vraiment dans cette logique de participation de tous, qui touche bien évidemment aussi les élèves. On voit les élèves en difficulté qui vont être mieux pris en charge aussi par l'anticipation commune des difficultés que vous avez lors de la préparation en collaboration étroite. Et puis vous évoquez aussi dans cette participation de tous ce rôle d'activateur que vous pouvez avoir en fond de classe ou aux côtés des élèves quand l'un est plus en action, ce qui vous laisse observateur mais aussi activateur, ce qui permet la participation de tous.
Et puis, finalement, c'est aussi une question de décloisonnement, qui est le 4e engagement de l'enseignement catholique, et que j'irais plutôt lire cette fois-ci dans ce que j'entends beaucoup, que vous avez partagé ce matin, qui est une question de responsabilité en partage et non partagée. C'est-à-dire que vous passez d'une logique où on pourrait se dire, bah, toi, tu es spécialisé, moi, je fais ci, et chacun pourrait être dans son champ d'intervention. Et en fait, non, vous êtes bien dans une co-construction. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous poser la question constante de comment je vais faire pour dépasser l'obstacle pour les élèves, ce qui permet d'ailleurs de dépasser des obstacles pour des élèves qui n'étaient pas ciblés en difficulté. Et on est sans cesse dans cette logique de personnes ressources partagées. Je suis ressource pour l'autre et l'autre est ressource pour moi. Et ça me semble essentiel parce qu'une responsabilité partagée, c'est chacun cloisonné dans son camp. Là, vous êtes bien dans un jeu commun de coélaboration qui me paraît particulièrement important. Ça permet d'avancer sur quelque chose qu'on a beaucoup au travail actuellement, qui est la question de l'établissement formateur, d'une communauté finalement qui peut se partager des compétences. C'est celle d'entre vous qui dit « j'écoutais, j'avais oublié que j'étais prof ». Je l'écoutais comme une élève. C'est vraiment un beau cadeau à faire à l'autre. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une compréhension de la place de l'autre, sans chercher à faire à la place de l'autre, parce que si on se met à la place de l'autre, il n'a plus de place. Donc finalement, on s'enrichit l'un l'autre pour faire bouger les lignes. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé qu'on avait sans doute encore des questions à se poser, et moi je suis toujours parfois même préoccupée par la question de l'institutionnalisation. C'est-à-dire que ce temps imposé en barrette, moi il y a eu ça dans mon établissement aussi, mais au niveau collège, il y avait une collègue qui me disait bah, c'est super le co-enseignement, j'ai un collègue qui vient pour dormir pendant que je fais classe. Alors comment on fait comment arriver finalement à flexibiliser pour que chacun ait envie de s'engager quand il y a une injonction qui est donnée, sans formation, sans accompagnement. Donc comment on peut petit à petit, chemin faisant, co-construire ce désir de co-enseignement, qui veut dire aussi oser se lancer, puisque vous l'avez dit, hein, finalement ça fait un peu peur au début. Alors merci parce que vous avez vraiment ouvert des possibles. On sent bien une possibilité de diffusion d'essaimage, et je vais certainement vous dénoncer à l'équipe nationale avant de partir pour qu'on voit comment on peut essayer d'essaimer cette question. Merci aussi Marie d'avoir posé la question du suffisamment finalement, parce qu'on pourrait toujours être dans une recherche de perfection qui peut nous épuiser. Et la question du suffisamment met bien en avant la question d'un processus. On est ensemble dans un tâtonnement qui là est accompagné, et je crois que c'est vraiment précieux. Ce n'est pas une invitation à la perfection, mais bien une invitation à la recherche collaborative constante, ce qui fait peut-être, à mon avis, l'essence de notre métier, qui fait qu'on ne s'ennuie pas aussi. Merci à vous.